Dans les rues vibrantes de Paris, où les lumières des néons dansent sur les façades des immeubles modernes et les hôtels particuliers du passé, Élise Martin, 32 ans, avance comme une ombre. Elle est femme de ménage à l'Hôtel Impérial, un palace 5 étoiles niché au cœur du Triangle d'Or, où les élites du monde entier se croisent sans jamais la remarquer. Ses mains, usées par des années de travail, frottent les surfaces en marbre avec une précision mécanique, effaçant les traces des riches et puissants qui occupent ces lieux. Élise est invisible, et c'est ainsi qu'elle préfère vivre. Son salaire modeste, qu'elle économise sou à sou, est destiné à sa jeune sœur, Clara, une étudiante en médecine pleine d'ambition, dont les rêves sont le seul moteur d'Élise. Mais sous cette apparence discrète, Élise cache un secret qui pèse lourd. Il y a 5 ans, elle était impliquée dans un scandale financier dans une petite ville de province. Accusée à tort, elle a fui, changé d'identité et coupé tout lien avec son passé. Depuis, elle vit dans l'ombre, terrifiée à l'idée que quelqu'un puisse découvrir qui elle était autrefois. L'Hôtel Impérial est un monde à part, un microcosme où le luxe côtoie l'intrigue. Les clients, hommes d'affaires, diplomates, célébrités, laissent derrière eux des indices de leur vie opulente, bouteilles de champagne à moitié vides, bijoux égarés, contrats froissés dans les poubelles. Élise a appris à ne rien voir, à ne rien entendre. Elle nettoie, baisse les yeux et s'efface. Pourtant, ce soir-là, quelque chose dans l'air semble différent. La suite Penthouse, qu'elle nettoie en dernier, est occupée par André Beaumont, un magnate de l'immobilier de 45 ans, connu pour son charisme et son influence dans les cercles parisiens. André n'est pas un client comme les autres. Il a l'habitude de s'attarder, de laisser traîner des conversations cryptiques au téléphone, de scruter Élise comme s'il cherchait à percer son armure invisible. Elle a toujours évité son regard, mais ce soir, il ne part pas alors qu'elle range ses produits d'entretien. André entre dans la suite, un verre de whisky à la main. Son costume sur mesure et son sourire calculateur contrastent avec l'épuisement qu'Élise ressent après une journée de 12 heures. Il s'appuie contre le bureau en acajou, la fixant avec une intensité qui la met mal à l'aise. « Élise, c'est bien ça ?» demande-t-il, sa voix douce mais lourde de sous-entendu. Elle hoche la tête, évitant son regard. « Tu travailles dur, n'est-ce pas ? Toujours à l'heure, toujours discrète. » Elle murmure un vague « merci », espérant qu'il en reste là. Mais André s'approche, son ombre s'étendant sur le tapis perçant. « Et si je te disais que je pouvais changer ta vie ?» Élise fronce les sourcils, son instinct lui criant de se méfier. « Je te paye pour faire tout ce que je veux que tu fasses », ajoute-t-il, son sourire s'élargissant. « Une somme qui pourrait te libérer de cet hôtel, de cette vie. » Les mots d'André résonnent comme une menace déguisée en promesse. Élise sent son cœur s'accélérer. Elle a entendu des propositions douteuses auparavant des clients arrogants qui pensent que l'argent achète tout, mais celle-ci est différente. Il y a quelque chose de trop précis dans son ton, comme s'il savait quelque chose sur elle. « Je ne suis pas intéressée », répond-elle, sa voix tremblante mais ferme. André rit doucement, mais ses yeux restent froids. « Réfléchis-y, Élise. Tout le monde a un prix. » Il pose son verre sur le bureau et sort, laissant derrière lui une tension palpable. Élise termine son service dans un état second. En traversant les couloirs de l'hôtel, elle croise Marc, le concierge, un homme d'une trentaine d'années au regard perçant et à l'ambition mal dissimulée. Marc est toujours poli avec elle, mais ses questions sur ses horaires ou ses interactions avec les clients semblent parfois trop insistantes. Ce soir, il lui adresse un sourire énigmatique. « Tout va bien, Élise ? Tu sembles préoccupée. » Elle hausse les épaules, marmonnant une excuse, et s'éloigne rapidement. Une fois chez elle, dans son petit appartement de Belleville, elle s'effondre sur son canapé, l'écho des mots d'André tournant dans son esprit. Pourquoi elle ? Pourquoi maintenant ? Elle repense à son passé, à cette nuit où elle a dû fuir, abandonnant tout ce qu'elle connaissait. Et si André savait ? Le lendemain, Élise retourne à l'hôtel, déterminée à ignorer l'incident. Mais en nettoyant la suite d'André, elle remarque une enveloppe glissée sous un coussin du canapé. Son nom est écrit dessus, d'une écriture soignée. Le cœur battant, elle l'ouvre. À l'intérieur, une clé USB noire, sans aucune inscription, et une note, « Tu sais ce que je veux. Ouvre-la. » Élise fixe l'objet, partagé entre la peur et la curiosité. Elle sait qu'elle devrait l'ignorer, le jeter, mais quelque chose la pousse à agir.
De retour chez elle, elle branche la clé sur son vieil ordinateur portable, ses mains tremblantes. L'écran s'allume, révélant une série de dossiers cryptés. Un seul fichier est accessible, une liste de transactions financières, des montants astronomiques, des noms de politiciens, d'entreprises, et au centre de tout, celui d'André Beaumont. Élise sent son souffle se couper. Ce qu'elle a sous les yeux est une bombe. Des pots de vin, des transferts offshore, des comptes secrets. André est impliqué dans un réseau de corruption à grande échelle. Mais pourquoi lui laisser cette clé? Est-ce un piège? Un test? Elle repense à sa proposition, tout ce que je veux que tu fasses. Était-ce cela, son intention? La faire chanter pour qu'elle devienne complice? Ou pire, un bouc émissaire? Élise referme l'ordinateur, la clé serrée dans sa main. Elle sait qu'elle vient de mettre un pied dans un monde dangereux, un monde où elle n'a ni pouvoir ni allié. Le lendemain, André l'attend dans la suite. Il est différent aujourd'hui, moins charmeur, plus direct. Alors, Élise, as-tu réfléchi à mon offre, demande-t-il, son regard scrutant le moindre de ses mouvements. Élise sent la colère monter en elle. Elle a passé la nuit à peser ses options, rendre la clé et prétendre n'avoir rien vu, ou l'affronter. Contre toute attente, elle choisit la confrontation. Et si je sais ce que vous cachez, lance-t-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'est réellement. Le visage d'André blêmit. Pendant une fraction de seconde, son masque de confiance s'effrite, révélant une peur brute. Tu ne sais rien, murmure-t-il, mais sa voix tremble. Il s'approche, menaçant. Tu joues un jeu dangereux, Élise. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es engagée. Il s'arrête, comme s'il réalisait qu'il en a trop dit. Élise soutient son regard, mais son cœur bat à tout rompre. Elle comprend maintenant qu'André n'est pas seul. Quelqu'un d'autre tire les ficelles, et elle est déjà impliquée. En quittant l'hôtel ce soir-là, Élise remarque une silhouette dans l'ombre, près de l'entrée des employés. Elle accélère le pas, son instinct en alerte. Arrivée chez elle, elle vérifie la clé USB, toujours cachée dans une boîte sous son lit. Mais une pensée la hante, quelqu'un sait qu'elle l'a. André? Marc? Ou pire, quelqu'un de bien plus puissant. Assise dans l'obscurité, elle repense à sa vie d'avant, à la femme qu'elle était avant de devenir Élise Martin. Elle avait cru pouvoir laisser son passé derrière elle, mais il semble l'avoir rattrapée. Le lendemain matin, Clara appelle, excitée par un stage qu'elle vient d'obtenir. Sa voix joyeuse contraste avec l'angoisse d'Élise. « Tu viendras me voir à l'hôpital un jour, hein ?» demande Clara. Élise sourit faiblement, promettant de venir, mais son esprit est ailleurs. Elle sait qu'elle doit protéger sa sœur, quoi qu'il arrive. Mais comment? Détruire la clé? La rendre à André? Ou utiliser ce qu'elle sait pour se défendre? Chaque option semble mener à un précipice. À l'hôtel, Marc l'observe à nouveau, son sourire trop amical pour être sincère. « Tu as l'air fatiguée, Élise. Des soucis ?» Elle secoue la tête, mais son regard s'attarde sur lui. Sait-il quelque chose? Est-il impliqué? Elle décide de rester prudente, évitant toute conversation inutile. Mais en nettoyant une autre chambre, elle trouve un indice troublant, une carte de visite avec le nom d'une entreprise mentionnée dans les fichiers de la clé USB. Coïncidence? Ou un message? Ce soir-là, Élise retourne dans la suite d'André, espérant glaner plus d'informations. La pièce est vide, mais elle remarque un téléphone portable oublié sur la table de nuit. En l'allumant, elle voit un message non envoyé, elle sait. Faites ce qu'il faut. Le destinataire est inconnu, mais le numéro commence par un indicatif international. Élise sent un frisson glacé parcourir son dos. Elle repose le téléphone, son esprit s'emballant. André n'est pas seulement un homme d'affaires corrompu. Il est un pion dans un jeu beaucoup plus vaste, et elle est maintenant une cible. En rentrant chez elle, Élise prend une décision. Elle ne peut pas ignorer ce qu'elle a vu, mais elle ne peut pas non plus agir seule. Elle pense à Julien, un ancien ami de son passé, un hacker discret qui l'avait aidé à disparaître il y a 5 ans. Peut-il déchiffrer les fichiers cryptés? Peut-elle lui faire confiance? Elle n'a pas d'autre choix. Elle lui envoie un message codé, espérant qu'il répondra.
Alors qu'elle s'endort, la clé USB serrée dans sa main, Élise sait que sa vie a changé à jamais. Les mots d'André, « Tout ce que je veux que tu fasses », résonnent comme une malédiction. Sa réponse l'a peut-être effrayée, mais elle a aussi déclenché une tempête. Quelqu'un la surveille, et chaque pas qu'elle fait désormais pourrait être le dernier. Élise Martin se réveille en sursaut, le cœur battant, la clé USB toujours serrée dans sa main. La faible lumière de l'aube filtre à travers les rideaux usés de son appartement à Belleville, mais elle ne se sent pas en sécurité. Les mots d'André Beaumont, « Tu joues un jeu dangereux, Élise », tournent en boucle dans son esprit, comme une menace qu'elle ne peut ignorer. Sa réponse impulsive, « Et si je sais ce que vous cachez », a fait blêmir le millionnaire, mais elle sait maintenant qu'elle a franchi une ligne. Elle a vu ce qu'elle n'aurait jamais dû voir, une liste de transactions illégales, des noms puissants, des chiffres astronomiques, et au centre de tout, André. Mais pourquoi lui a-t-il laissé cette clé? Était-ce un accident, un piège, ou un test? Élise n'a pas de réponse, seulement des questions qui s'accumulent comme des ombres dans son petit appartement. Elle se lève, vérifie que la porte est bien verrouillée, et glisse la clé USB dans une boîte en métal cachée sous une latte du parquet. Elle ne peut pas la garder sur elle, pas après avoir senti qu'on la suivait hier soir en quittant l'hôtel impérial. L'image de cette silhouette dans l'ombre, près de l'entrée des employés, la hante. Était-ce André? Marc, le concierge trop curieux? Ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle ne connaît pas encore? Elle repense à Clara, sa sœur, la seule personne qui donne un sens à sa vie. Si André ou ses complices découvrent l'existence de Clara, tout ce qu'Élise a sacrifié pour la protéger son passé, son identité aura été 20 points à l'hôtel, l'atmosphère semble plus lourde que d'habitude. Les couloirs feutrés de l'Impérial, avec leurs tapis persans et leurs lustres en cristal, cachent une tension que seule Élise semble percevoir. Elle pousse son chariot de ménage, les yeux baissés, mais son esprit est en alerte. Marc l'intercepte près de l'ascenseur, son sourire habituel teinté d'une curiosité qu'elle trouve de plus en plus suspecte. « Tu as l'air nerveuse, Élise. »« Tout va bien avec Monsieur Beaumont ?» demande-t-il, son ton faussement désinvolte. Élise hausse les épaules, murmurant un vague « Tout va bien », mais elle sent son regard peser sur elle alors qu'elle s'éloigne. Marc sait-il quelque chose? Est-il impliqué? Elle ne peut se permettre de faire confiance à qui que ce soit, pas maintenant. Dans la suite d'André, Élise travaille rapidement, évitant de regarder le bureau où elle a trouvé l'enveloppe. Mais l'absence d'André aujourd'hui la rend encore plus nerveuse. Elle ne peut s'empêcher de fouiller discrètement, cherchant un indice, n'importe quoi qui pourrait lui donner un avantage. Sous une pile de documents, elle trouve une note manuscrite, un numéro de téléphone et une adresse, un entrepôt dans la banlieue de Saint-Denis. Son instinct lui dit que c'est lié à la clé USB, mais elle n'a pas le temps de réfléchir. La porte de la suite s'ouvre brusquement, et André entre, son visage fermé. « Tu es encore là », dit-il, sa voix dépourvue de la chaleur. Feinte qu'il affichait hier. Élise se redresse, essayant de masquer sa panique. « Je finissais, monsieur. » André s'approche, trop près. « Tu as quelque chose qui m'appartient », murmure-t-il, ses yeux scrutant les siens comme s'il cherchait à lire ses pensées. Élise sent son souffle se couper. Il sait qu'elle a la clé. Elle pourrait nier, prétendre qu'elle n'a rien vu, mais les mots qu'elle a prononcés hier, « Et si je sais ce que vous cachez ?» ont déjà scellé son sort. Elle décide de jouer la carte de l'audace. Si vous parlez de la clé, elle est en sécurité. Mais je ne suis pas votre pion. Le visage d'André se crispe, un mélange de colère et de peur. Tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché, dit-il, sa voix tremblante. Rends-la-moi, Élise, et tout sera oublié. Je te paierai. Plus que tu ne peux l'imaginer. Élise hésite. L'argent pourrait changer sa vie, assurer l'avenir de Clara. Mais elle sait que ce n'est pas si simple. André n'est pas un homme qui pardonne. Et cette clé, avec ses secrets, est une arme à double tranchant. Je ne veux pas de votre argent, répond-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. André rit, un rire sec et sans joie. Tout le monde a un prix. Et si ce n'est pas l'argent, ce sera autre chose. Il s'arrête, son regard s'assombrissant. Clara, par exemple. Le nom de sa sœur dans la bouche d'André est comme un coup de poignard. Élise sent la panique monter, mais elle se force à rester calme.
Laissez ma sœur en dehors de ça, dit-elle, sa voix tremblante de rage. André hausse les épaules, comme si c'était un jeu, rend la clé, et elle n'aura rien à craindre. Il sort, laissant Élise seule, le cœur battant à tout rompre. Elle sait maintenant qu'elle n'a plus le choix. Elle doit agir, et vite. De retour chez elle, Élise contacte Julien, son vieil ami à cœur. Ils ne se sont pas parlé depuis des années, mais il est le seul en qui elle peut avoir une once de confiance. Elle lui envoie un message codé, comme il le faisait autrefois, besoin d'aide. Urgent. Vieux souvenir. Quelques heures plus tard, Julien répond, lui donnant rendez-vous dans un café discret près de la gare du Nord. Élise hésite, mais elle n'a pas d'autre option. Elle récupère la clé USB et se rend au rendez-vous, jetant des regards nerveux autour d'elle. Julien n'a pas changé, même lunettes épaisses, même air désinvolte. Mais ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle lui montre la clé. « Tu plaisantes, Élise ? Où as-tu trouvé ça ?» demande-t-il, branchant la clé sur son ordinateur portable. Les fichiers cryptés sont complexes, mais Julien parvient à ouvrir un autre dossier. À l'intérieur, des emails, des contrats, des enregistrements de conversations. Tout pointe vers un réseau de corruption internationale, impliquant non seulement André, mais des politiciens, des banquiers, et même des figures de l'ombre. C'est une bombe, Élise, murmure Julien, son visage pâle. Si ça sort, des têtes vont tomber. Mais toi aussi, tu seras dans la ligne de mire. Élise le sait. Elle a déjà senti les regards, les ombres. Quelqu'un la surveille, et elle craint que ce ne soit pas seulement André. Le lendemain, Élise retourne à l'hôtel, la peur au ventre. Elle a laissé la clé à Julien, espérant qu'il pourra en extraire plus d'informations. Mais à peine arrivée, elle remarque que son casier a été forcé. À l'intérieur, une nouvelle note, tu as 24 heures pour rendre la clé. Pas de signature, mais l'écriture est différente de celle d'André. Élise sent son sang se glacer. Quelqu'un d'autre est impliqué, quelqu'un qui sait où elle cache ses affaires. Elle pense à Marc, à ses questions insistantes, à son sourire trop amical. Mais pourquoi ? Quel est son rôle dans tout ça ? À midi, André la convoque dans sa suite. Cette fois, il n'est plus seul. Un homme qu'elle n'a jamais vu est là, grand, chauve, avec un regard froid qui la transperce. André semble nerveux, presque soumis. « Élise, voici Victor, dit-il, sa voix tendue. Il veut discuter de notre arrangement. » Victor ne sourit pas. « Où est la clé ?» demande-t-il, sans détour. Élise sent son estomac se nouer. Ce n'est pas André qui tire les ficelles. Victor est plus dangereux, et son accent peut-être de l'Est lui rappelle les noms étrangers dans les fichiers. Elle improvise. « Je ne l'ai plus. Je l'ai détruite. » Victor rit, un son qui n'a rien d'amusant. « Tu mens mal, Élise. » Où devrais-je dire ? Camille ? Le sang d'Élise se fige. Camille. Son ancien nom, celui qu'elle a abandonné il y a 5 ans. Comment sait-il ? Elle regarde André, qui baisse les yeux, comme s'il était aussi dépassé qu'elle. Tu as jusqu'à ce soir, ajoute Victor, se levant. Sinon, ta sœur aura des problèmes. Il sort, laissant Élise et André seuls. Qui est-il ? demande-t-elle, la voix tremblante. André secoue la tête. Tu n'aurais jamais dû ouvrir cette clé, Élise. Maintenant, tu es impliquée, et moi aussi. Pour la première fois, il semble sincère, presque effrayé. Il avoue qu'il n'a pas laissé la clé exprès. Quelqu'un d'autre l'a placée là, pour l'impliquer, pour le piéger. Mais qui ? Et pourquoi elle ? André refuse d'en dire plus, mais il lui donne un conseil. Fuis, Élise. Pendant qu'il est encore temps. Mais Élise ne peut pas fuir. Pas avec Clara en danger. Elle contacte Julien, qui lui apprend une nouvelle terrifiante. Les fichiers mentionnent une organisation criminelle, bien plus vaste qu'un simple réseau de corruption. André n'est qu'un pion, et Victor est l'un de leurs exécuteurs. Julien promet de continuer à travailler sur les fichiers, mais il l'avertit, si tu continues, tu ne pourras plus faire marche arrière. Élise sait qu'elle est déjà trop impliquée. Ce soir-là, elle reçoit un appel de Clara. Sa sœur, d'ordinaire si joyeuse, semble terrifiée. Élise, quelqu'un m'a suivi aujourd'hui. Un homme,
Il m'a dit de te dire de rendre ce que tu as volé. Élise sent son monde s'effondrer. Elle rassure Clara, lui promet que tout ira bien, mais elle sait que c'est un mensonge. Elle doit protéger sa sœur, mais comment? Rendre la clé à Victor? Travailler avec Julien pour exposer la vérité? Ou affronter André une dernière fois? En rentrant chez elle, Élise découvre que son appartement a été fouillé. La boîte sous le parquet est intacte et elle avait déplacé la clé chez Julien mais un message est griffonné. Sur son miroir, dernier avertissement. Elle s'effondre, les larmes aux yeux, comprenant qu'elle est au cœur d'un piège dont elle ne voit pas encore les contours. André, Victor, Marc, quelqu'un tire les ficelles, et elle n'a plus beaucoup de temps pour découvrir qui. Elle décide de jouer son va-tout. Elle envoie un message à André, lui donnant rendez-vous à l'entrepôt de Saint-Denis, celui mentionné sur la note. Elle n'a pas la clé, mais elle a un plan, bluffer, gagner du temps, et espérer que Julien trouve quelque chose dans les fichiers. Alors qu'elle se prépare, son téléphone vibre. Un message de Julien, j'ai trouvé quelque chose. C'est pire que ce qu'on pensait. Ne va pas à l'entrepôt. Mais il est trop tard. Élise est déjà en route, déterminée à affronter ses démons, même si cela signifie tout perdre. Élise Martin avance dans l'obscurité des rues de Saint-Denis, le vent froid de la nuit lui mord dans le visage. Son cœur bat à tout rompre, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. Le message de Julien, ne va pas à l'entrepôt, tourne en boucle dans son esprit, mais il est trop tard pour reculer. Elle a donné rendez-vous à André Beaumont dans cet endroit isolé, un entrepôt désaffecté mentionné sur la note trouvée dans sa suite. Elle n'a pas la clé USB, confiée à Julien pour qu'il déchiffre les fichiers cryptés, mais elle espère bluffer, gagner du temps, et découvrir qui tire vraiment les ficelles. Les menaces contre Clara, sa sœur, et la révélation de son ancien nom, Camille, par Victor, l'homme mystérieux qui semble tout savoir de son passé, l'ont poussée à agir. Elle sait qu'elle joue un jeu dangereux, mais elle n'a plus le choix. Chaque décision pourrait être la dernière. L'entrepôt se dresse devant elle, une silhouette massive et délabrée, ses fenêtres brisées comme des yeux aveugles. Élise vérifie son téléphone, aucun signal. Elle inspire profondément, serrant dans sa poche un petit couteau de cuisine, son seul moyen de défense. Elle entre, ses pas résonnant sur le béton fissuré. L'intérieur est un labyrinthe de caisses rouillées et de machines abandonnées, baignées d'une odeur d'huile et de moisissure. Une lumière vacillante éclaire le fond de l'entrepôt, où André l'attend, seul, son costume impeccable contrastant avec l'environnement sordide. Mais il n'a pas l'air confiant. Ses mains tremblent légèrement, et ses yeux scrutent les ombres comme s'il craignait quelque chose ou quelqu'un. Tu es venu, dit-il, sa voix rauque. Tu as la clé? Élise secoue la tête, jouant son bluff. Je ne l'ai plus. Mais je sais ce qu'elle contient, André. Des noms, des chiffres, des preuves. Vous êtes fini si ça sort. Il pâlit, mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit de pas lourd retentit derrière eux. Victor émerge de l'obscurité, son regard froid fixé sur Élise. Tu es têtue, Camille, dit-il, utilisant à nouveau son ancien nom. Mais ça ne te sauvera pas, Élise sent son estomac se nouer. La présence de Victor confirme ses pires craintes, André n'est qu'un pion, et elle est tombée dans un piège. Victor s'approche, un sourire cruel aux lèvres. Tu pensais pouvoir jouer avec nous, demande-t-il, tirant un pistolet de sa veste. Élise recule, son dos heurtant une caisse. André, paniqué, intervient. Attends, Victor, elle n'a rien dit. On peut encore régler ça. Mais Victor l'ignore, son attention rivée sur Élise. Où est la clé, répète-t-il. Élise, jouant le tout pour le tout, répond, chez quelqu'un qui saura quoi en faire si je ne reviens pas, c'est un mensonge, mais elle espère que Julien a progressé dans le décryptage des fichiers. Victor rit, un son glacial. Tu penses que ton petit hacker peut nous arrêter? Nous savons tout de toi, Camille. Ton passé, ta sœur, ton faux nom. Le choc de ces mots la paralyse. Comment savent-ils pour Julien? Elle repense à son appartement fouillé, à la note sur son miroir, dernier avertissement. Quelqu'un les a trahis. Mais qui? Avant qu'elle ne puisse répondre, André fait un pas vers Victor, sa voix tremblante. Laisse-la partir, Victor. Elle n'est rien. C'est moi que tu veux.
Victor se tourne vers lui, furieux. Toi? Tu as tout gâché en laissant cette clé traîner. Dans un moment de chaos, Élise profite de leur dispute pour s'élancer vers une pile de caisses, cherchant une issue. Mais Victor est rapide. Il la rattrape, l'attrape par le bras et la plaque au sol. Fin du jeu, murmure-t-il, levant son arme point soudain, une voix retentit dans l'entrepôt. Lâche-la. Marc, le concierge de l'hôtel impérial, émerge de l'ombre, un revolver à la main. Élise est abasourdie. Marc? Le concierge discret, toujours à poser des questions, à l'observer? André et Victor se figent, tout aussi surpris. Qu'est-ce que tu fais ici? Crache Victor. Marc sourit, mais son regard est dur. Vous pensiez que j'allais vous laisser tout contrôler? Élise comprend alors que Marc n'est pas un simple employé. Il est impliqué, peut-être même plus profondément qu'André ou Victor. Mais de quel côté est-il? Marc ordonne à Victor de baisser son arme, mais la tension est palpable. Élise, toujours au sol, cherche une opportunité. Elle remarque une barre de fer à quelques mètres, près d'une caisse. Lentement, elle se déplace, tandis que Marc et Victor s'affrontent verbalement. La clé devait me revenir, dit Marc, sa voix froide. Vous avez tout compliqué en mêlant cette femme de ménage. Élise sent son sang se glacer. Marc était derrière tout ça. La clé dans la suite, les notes, les menaces, c'était lui. Il a utilisé André pour attirer l'attention, pour détourner les soupçons, et Élise n'était qu'un pion dans son jeu saisissant la barre de fer, Élise agit sans réfléchir. Elle frappe Victor à la jambe, le faisant vaciller. Dans la confusion, Marc tire, mais la balle atteint André, qui s'effondre avec un cri. Élise profite du chaos pour s'enfuir, courant à travers l'entrepôt, son souffle court. Elle entend des pas derrière elle, mais elle ne s'arrête pas. Elle sort par une porte latérale, se retrouvant dans une ruelle sombre. Son téléphone vibre, un message de Julien. J'ai tout. Les fichiers sont décryptés. Envoie-les au journal. Élise, haletante, réalise qu'elle a une chance de renverser la situation. Mais d'abord, elle doit survivre. Elle se cache dans un café ouvert toute la nuit, à quelques rues de l'entrepôt. Julien la rejoint, son ordinateur sous le bras. Il lui montre ce qu'il a trouvé. Les fichiers révèlent un réseau criminel international, impliquant des politiciens, des banquiers et des mercenaires. André était un intermédiaire, Victor un exécuteur, mais Marc est la clé. Il travaillait pour l'organisation, mais il jouait double jeu, cherchant à s'emparer des informations pour les vendre à un rival. Élise comprend maintenant pourquoi elle a été ciblée. Son passé, son lien avec le scandale financier d'il y a 5 ans, faisait d'elle une cible parfaite pour porter le blâme si les choses tournaient mal. Julien lui donne une adresse email, celle d'un journaliste d'investigation qu'il connaît. Envoie tout, dit-il. C'est ta seule chance. Mais Élise hésite. Si elle expose les fichiers, son passé sera révélé. Camille, la femme qu'elle était, deviendra une cible pour les médias, et Clara pourrait être entraînée dans la tempête. Mais si elle ne fait rien, Marc ou l'organisation la retrouveront. Elle pense à sa sœur, à sa voix terrifiée au téléphone. Elle n'a plus le choix. Elle envoie les fichiers, accompagnée d'un message anonyme, la vérité doit sortir. Le lendemain, Paris s'éveille sous un déluge de révélations. Les journaux titrent sur le scandale, corruption à grande échelle, des noms puissants impliqués. André, grièvement blessé, est arrêté à l'hôpital. Victor a disparu, probablement en fuite. Mais Marc reste introuvable, et Élise sait qu'il représente toujours une menace. Elle retourne à l'hôtel impérial, espérant récupérer ses affaires et quitter la ville. Mais dans son casier, elle trouve une dernière note. Tu penses avoir gagné? Ce n'est que le début. L'écriture est celle de Marc. Élise comprend qu'elle doit partir. Elle appelle Clara, lui expliquant tout son passé, la clé, le danger. Clara, bouleversée mais déterminée, insiste pour rester à ses côtés. On affronte ça ensemble, dit-elle. Élise, émue, accepte, mais elle sait qu'elle doit protéger sa sœur à tout prix. Elle quitte Paris le soir même, prenant un train pour une petite ville côtière du sud de la France. Élise trouve un emploi de serveuse dans un café au bord de la mer, un travail simple, loin des intrigues de la capitale.
Mais chaque nuit, elle regarde par la fenêtre, craignant de voir une ombre familière. Des semaines passent, et le scandale continue de faire des vagues. Des arrestations sont effectuées, des carrières détruites. Élise suit les nouvelles de loin, son nom ou plutôt celui de Camille apparaissant parfois dans les articles. Elle a perdu son anonymat, mais elle a gagné autre chose, la liberté de ne plus fuir la vérité. Clara, désormais en stage dans un hôpital local, commence à poser des questions sur leur passé, et Élise lui raconte tout, morceau par morceau. Leur lien, renforcé par cette épreuve, devient sa nouvelle encre. Un soir, alors qu'elle marche sur la plage, Élise trouve une carte postale glissée dans son sac. Pas d'adresse, pas de nom, juste un mot, bientôt. Son cœur se serre. Marc? L'organisation? Ou un simple hasard? Elle froisse la carte et la jette dans les vagues, refusant de laisser la peur reprendre le contrôle. Elle a affronté André, Victor, Marc, et elle a survécu. Elle sait maintenant qu'elle est plus forte qu'elle ne le croyait. Assise sur le sable, elle regarde l'horizon, où la mer rencontre le ciel. Elle pense à la femme qu'elle était, à Camille, à tout ce qu'elle a perdu et tout ce qu'elle a gagné. La vérité a un prix, et elle l'a payé. Mais une question persiste, murmurée par le vent, a-t-elle vraiment échappé aux ombres de son passé? Elle se lève, déterminée à vivre, à protéger Clara, et à affronter ce qui viendra, quoi qu'il arrive.